C'est vraiment cher. Pascal Borel. Salut. Mon cher Pierrot, bonjour. Comment Bonjour. Je suis ravi de te retrouver dans tes montagnes suisses. Exactement. Qui sont pas loin des miennes. Voilà, c'est juste, c'est juste. Alors, nous sommes justement dans ces montagnes suisses comme pour... c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. Exactement. Bien qu'on ait papoté, on a fait quelques vidéos sur ta chaîne. De nombreuses reprises. Exactement. Exactement. Alors écoute, nous sommes en fin 2020, juste avant Noël. Joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent. Joyeux Noël. Et bonne fête de fin d'année. C'est important comme période de l'année. Comment tu verrais cette année 2020 par rapport à ce que tu as réalisé sur Internet? Alors, il y a de très bonnes choses. Pour moi, l'année 2020, c'est l'année horribilis, si j'ose dire. Et mon fils me faisait la remarque que toutes les années qui sont 1818, par exemple, c'était, je crois, la débâcle du Gietro. Ensuite, 1919, c'était déjà la première pandémie, 18-19 de la grippe espagnole. 2020, on est en plein coronavirus, ça va se poursuivre en 21, en tout cas jusqu'en mai-juin ou quelque chose comme ça. Donc, pour moi, c'est un peu l'année horribilis. C'est l'année durant laquelle, oui, on démarre la chaîne YouTube et on va enfin pouvoir faire quelque chose qui va dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre à travers des modifications constitutionnelles, donc qui sont la fondation de notre capacité collaborative. Et ça, je crois que c'est fabuleux. Et puis c'est l'année un peu horribilis à titre personnel parce que je suis obligé d'interrompre la chaîne pendant 6 mois. Maintenant je la relance enfin avec cette fois une approche beaucoup plus professionnelle. Et puis je me réjouis de voir ce que ça va donner. Alors justement, ta chaîne a eu beaucoup de succès en début d'année. Je la suis personnellement, j'y suis abonné. Tu parles essentiellement, tu avais commencé cette année en parlant beaucoup de l'évolution Enfin, tu as utilisé ton analyse de cette évolution du coronavirus pour aussi nous parler des problèmes structurels de l'organisation de l'Occident en général, mais du monde en général. Tu as aussi été, tu es un des rares aussi à être très critique avec le modèle chinois, ce qui est malheureusement très rare, alors que je trouve que c'est une opinion très intéressante, qui est intéressante à creuser. Et aujourd'hui, tu as relancé ta chaîne. Comment tu vois, et surtout pourquoi tu l'as relancée? Et quels sont tes objectifs pour cette chaîne en 2021? Alors, d'abord la chaîne, je l'ai lancée véritablement pour pouvoir communiquer efficacement avec un grand nombre de personnes avec lesquelles je suis en contact sur une base quasiment hebdomadaire. Donc ça veut dire une chose très simple, c'est que plutôt que de passer 8 heures par jour à répéter les mêmes choses au téléphone, j'ai préféré le faire sur YouTube. Les gens ont qu'à cliquer et c'est parti pour un tour. Et il se trouve que apparemment ce que je raconte intéresse un peu plus que juste mon cercle de connaissances. Donc ça veut dire que je vais de l'avant avec et puis tout d'un coup je me retrouve avec certaines vidéos qui font des centaines de milliers de vues ou des millions de vues. Je m'y attendais pas du tout. Donc ça m'a beaucoup encouragé à pousser mes idées plus avant parce qu'on est dans un modèle aujourd'hui au niveau de l'Occident qui coûte plus cher en termes de son infrastructure. Le maintien des infrastructures coûte plus cher que notre capacité de production de richesse. Donc par définition, on est en déficit. Ça se voit au niveau de la valorisation des monnaies, ça se voit à tous les niveaux. Donc mon objectif, c'est de redevenir des êtres humains, si j'ose dire, à travers des constitutions qui mettent en avant la capacité d'échanger des biens, des services, des idées d'une façon harmonieuse, sans centralisation. Parce que je suis critique du modèle chinois et je pense, mon Dieu, à juste titre, quand on a 20% de la planète ou à peu près qui sont maintenus par un système politique en état d'esclavage, est-ce qu'on a le droit, nous, en tant que détenteurs de liberté extraordinaire, de ne rien faire? Ou plutôt d'utiliser l'esclavagisme provoqué par l'Occident. Non, le chien, je suis désolé mon gars, tu vas descendre. Ah, tu vas descendre un instant. Il défend le Parti communiste chinois. Voilà, c'est d'être un peu ça. La censure. Non, bah oui, tu descends, voilà. Il est magnifique ce chien. Je te remercie. Et donc, non, je dis juste que c'est quasiment un crime que de ne pas critiquer une organisation qui met 20% de l'humanité en esclavage. Je veux dire, c'est qui les criminels? Est-ce que c'est nous, parce qu'on est tellement ventre mou qu'on se dit, bon, ben moi, ça me permet d'avoir mon petit gadget, mon téléphone, la belle télévision à moindre coût, etc., etc. Oui, mais à quel prix? 20% de la population en esclavage. C'est une pure monstruosité. Donc, oui, évidemment que je suis ultra critique.
Je suis ultra critique. Merci madame pour le café. Gracias. Et je pense que c'est nous qui sommes responsables de ça. Et je pense en effet que c'est totalement inacceptable. Voilà. Donc, et au niveau de l'Occident, bah, c'est clair que... Tu parles évidemment pas du peuple chinois, on est d'accord. Le peuple chinois, c'est certainement un des peuples qui a mis en place une culture qui est la plus respectable et la plus ancienne de l'humanité. Mais aujourd'hui, la culture d'aujourd'hui des Chinois, elle n'a pas 3000 ans, elle a 70 ans. Point. Ils ont une culture qui a 70 ans. Le reste a été éliminé de façon systématique et si vous regardez les programmes éducatifs chinois, ils ont balayé d'un coup de balai la totalité de l'histoire chinoise en ne retenant que quelques petites anecdotes qui viennent soutenir le Parti communiste chinois. Le point que je veux faire, c'est que les systèmes de centralisation ne peuvent jamais fonctionner. Nous sommes des individus. Nous sommes en charge de notre pouvoir d'achat. C'est nous qui choisissons si on dépense pour de la santé, pour une voiture, pour aller faire du sport ou autre. Ça n'est pas à l'État de le faire. Et si on pense que c'est à l'État de le faire, on se dirige vers le mur. C'est une évidence. Les êtres humains sont des gens, des individus, des animaux responsables. Et la centralisation ne peut pas fonctionner avec eux. Ça ne peut pas marcher. Alors tu as une critique fort juste également sur les modèles occidentaux qui semblent se diriger vers le modèle chinois de plus en plus et qui utilisent cette crise qui pour moi est réelle et basée sur un problème de virus existant bien qu'avec du recul peu grave. Pour imposer des règles, des règlements, des lois pour préserver leur pouvoir, mais en se faisant à la fois mettre en péril le fonctionnement de l'économie de manière peut-être irrémédiable et sans retour, mais aussi mettre en péril la santé des gens. Et comment vois-tu l'évolution de cette prochaine année entre vaccination peut-être obligatoire ou peut-être pas, et planification de plus en plus délirante de l'économie pour l'Occident? Bah, dans chaque crise, il y a des opportunités. Et d'un point de vue de l'évolution de la vie et des contraintes évolutives de la vie, une espèce qui ne tire pas parti d'une niche écologique, politique, environnementale ou autre, est destinée à mourir. Donc, l'évolution de la vie a fait en sorte qu'on tire parti des crises du mieux qu'on peut. Il y a 65 millions d'années, la météorite qui tombe sur Chicxulub en Nouveau-Mexique est une super opportunité pour les mammifères. C'est pour ça qu'on est là en train de discuter en ce moment. Et si on n'avait pas saisi cette opportunité, bah, ça n'aurait pas fonctionné. Quand vous mettez à disposition de l'industrie pharmaceutique une crise qui leur permet de générer des milliards de profits, c'est pas parce qu'ils sont mauvais qu'ils veulent l'utiliser, c'est parce qu'ils sont bons. Quand on est bon, on tire le meilleur parti d'une crise, c'est évident. Vous n'allez pas pouvoir leur dire, oui, mais vous allez vacciner des gens avec un système complètement nouveau basé soit sur de l'ADN ou de l'ARN, donc un réencodage de votre propre système. Oui, mais ils font de l'argent grâce à ça. Vous allez quand même pas pouvoir leur dire, mais vous êtes dégueulasses, c'est pas bon, etc. Non, c'est des gens très bien. Ils tirent parti d'une crise pour centraliser la valeur de votre travail dans leur poche. Et c'est très bon, c'est de bonne guerre. La nature n'a jamais fait autre chose dans toute l'histoire d'évolution. Donc le point que je veux faire, c'est que c'est une opportunité. Maintenant, il est évident que ça va être comme en 1918-1919. Les souches virales sont de moins en moins symptomatiques. Elles sont toujours aussi contagieuses. Elles vont provoquer l'immunité, oui, mais en déclenchant très peu de symptômes. Donc, vous n'aurez même pas un rhume. Vous aurez peut-être à peine une légère perte de goût, perte d'odorat, un petit peu mal au dos, comme quand vous avez une légère grippe, mais ça s'arrêtera là. Mais, donc, aujourd'hui, on utilise ça pour faire de l'argent. C'est le modèle économique occidental. Je suis extrêmement fâché contre ce modèle parce que je pense que dans le domaine de la médecine, on devrait être autre chose que des businessmen. On devrait être autre chose que des faiseurs de pognon. On devrait être des gens qui sommes au service les uns des autres en fonction des connaissances qu'on a accumulées lors de nos études. Bon, ben voilà, la problématique, elle est là. Alors, tu es trop modeste. Tu es quelqu'un de trop modeste parce que tu as écrit un livre exceptionnel qui s'appelle
Cerveau et éthique au-delà du bien et du mal aux éditions Glyph à Paris. Et est-il facile à trouver d'abord? Alors oui, on va le trouver sur Amazon, enfin, je l'ai lu, à la Fnac. Je l'ai lu. J'ai été ravi de voir que, comme tu sais, j'écris un livre sur la peur en ce moment. Nous avons à 80% nous avons lu les mêmes livres, nous avons les mêmes références en neurologie, en psychologie évolutive, etc. Ça ne m'étonne pas, c'est excellent. C'est un livre que je conseille à ceux qui nous regardent, non seulement pour découvrir un petit peu plus ton travail, Pascal, mais aussi de ton papa. Oui. Ce livre est exceptionnel parce qu'il est très lié aux questions dont tu parles. Forcément, c'est une de tes œuvres. Bien sûr. Et pourquoi comprendre la neurologie de notre éthique nous permet justement d'aller au-delà, comme disait Nietzsche, du bien et du mal, oui, pour bâtir une vie d'abord meilleure, mais aussi un monde meilleur. Oui, merci pour le gentil compliment sur le livre. C'est vrai que c'est quand même quelques années de travail. D'abord, je dis juste, c'est pas Gala, Voici ou Paris Match. Hein, il faut quand même poser son esprit dessus et je te remercie de l'avoir fait, mon cher Pierrot. Oui. Je l'ai trouvé très didactique et facile à lire, accessible, on va dire. Bon, même s'il est technique, complexe, voilà, mais il est accessible. Ouais, c'est tout à fait je dis pour ceux qui auraient peur. Tout à fait. Je dirais que moi, j'ai écrit ce livre pour faire comprendre qu'un cerveau humain fonctionne d'une certaine façon. Je donne juste un exemple. On a une mémoire à long terme, on a une mémoire de travail. Je simplifie, bien entendu. Dans la mémoire de travail, on peut conjuguer 7 idées ou concepts différents, mais pas 18. Même le meilleur joueur d'échecs professionnel qui prévoit 35, 50, 100 coups à l'avance, si vous voulez, il n'est pas capable de conjuguer plus que 7 idées dans sa mémoire de travail en même temps. Et ça veut dire qu'il y a des contraintes dans la neurophysiologie d'un cerveau humain, et c'est ces contraintes qui dictent notre comportement, qui dictent comment est-ce que nos constitutions se sont mises en place, nos systèmes légaux se sont mis en place, etc., etc. Donc, et tout ça sur la base d'un système que j'appelle le système langagier. Dans le sens que grâce à un gène très spécifique, le FOXP2, et au fait d'avoir fait migrer la séparation trachée-ésophage un peu plus bas pour dégager les cordes vocales afin de permettre les phonèmes, on s'est doté d'un système langagier. Et ce système langagier nous permet de nous abstraire, entre guillemets, de la réalité concrète. C'est-à-dire qu'on voit la réalité concrète avec nos yeux, nos oreilles, tout ça, on entend, c'est bien, mais on la recrée sur une base langagière à travers les concepts que le langage nous oblige à utiliser. C'est-à-dire qu'on a une maison. Une maison, c'est un concept global qui implique qu'il y ait une entrée, des chambres, de la plomberie, un maçon, un toit, de l'électricité, tout ce que vous voulez, des salles de bain, etc. Mais du fait de la spécificité de notre système nerveux, qui, comme je dis, peut conjuguer 7 idées à la fois, on est câblé comme ça dans sa mémoire de travail, on est obligé de faire un concept maison, parce que c'est plus facile à utiliser que de juxtaposer tous les concepts que je viens de décrire. Donc, on a une capacité de se recréer une réalité abstraite, et c'est sur cette base qu'on a créé tout ce qui nous entoure. Oui, parce qu'on a grandement modifié notre environnement, que ce soit au niveau du cadre légal qui régisse nos relations en direct, mais aussi au niveau des infrastructures, on l'a adapté à ce qu'on est capable de donner, de produire. Donc voilà, alors j'ai écrit un livre qui permet, disons, de mieux comprendre les contraintes, et sur cette base, j'aimerais bientôt en arriver à ce qu'on va faire dans les mois, dans les années qui viennent, en termes de restructuration des fondations qui seules permettront aux êtres humains, j'allais dire, de se hisser sur les épaules des précédents. Parce qu'on ne fait jamais autre chose dans quelque domaine que ce soit que de se hisser sur les épaules des précédents. On reçoit du savoir, de la culture, une éthique, tout ce que vous voulez, de la génération précédente, et on va permettre aux enfants, à la génération future, de venir se prendre appui sur nos épaules pour le faire. Donc, voilà, mon objectif à terme, c'est de faire comprendre les contraintes qu'il y a là derrière, et puis ensuite d'aller vers les constitutions, et vraisemblablement aussi une refonte du cadre légal, parce que le cadre légal aujourd'hui est complètement obsolète, il ne sert qu'à permettre à des gens qui l'utilisent de se faire de l'argent, de faire des honoraires, mais on ne résout pas aujourd'hui de façon simple, comme on pourrait le faire,
Bref, il faut simplifier le cadre légal. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus. J'en ai déjà fait une ou deux. On se réjouit de continuer à voir tes vidéos. Alors, je voulais en profiter pour t'offrir mon avant-dernier livre qui est sorti en 2016. C'était NRBC. Merci qui infiniment. permet peut-être d'avoir une vision là aussi accessible sur comment gérer les crises nucléaires, biologiques. Alors, c'était évidemment tout à fait l'année 2020, radiologique et évidemment chimique. Bref, je pense que tu vas trouver ça intéressant. C'est aussi un livre de vulgarisation scientifique, si on veut, coécrit avec le responsable NRBC du GIGN. Donc, voilà, intéressant. Pascal, oui. Nous allons profiter du grand et beau soleil toujours présent en Valais. Tous les jours de l'année. Pratiquement, ouais. Du matin jusqu'à l'aube du lendemain. Et ce fut un grand plaisir de te rencontrer. Et puis peut-être à une prochaine sur YouTube ou sur les réseaux. On se réjouit déjà. Continuer à analyser un petit peu l'évolution de notre monde et essayer de l'influencer pour le meilleur. Absolument. Perrault, c'est moi qui te remercie pour notre relation, pour les échanges qu'on a. Pour moi, c'est extraordinairement précieux, le partage qu'on a de nos idées, c'est fabuleux. Je te remercie infiniment. À très bientôt. À bientôt.